Chers amis du livre, bonsoir. Toujours content de vous retrouver sur la radio Passion Culturelle RPC pour votre émission littéraire, le livre en question. Comme d'habitude, chaque vendredi, nous avons rendez-vous avec une autre édition de votre émission littéraire, le livre en question. Le livre en question, c'est le rendez-vous des auteurs de livres, romans ou de toute œuvre littéraire du monde entier. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez eu l'occasion de lire. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec toutes les maisons d'édition sur les 5 continents. Chaque semaine, nous partageons avec vous notre amour pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio Passion Culturelle RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact@rpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou +33 06 26 31 36 77, par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online, ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou écrivez directement sur la page like Facebook l'émission Le Livre en question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la RPC, Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce jour, nous mettons en l'honneur l'auteur Sylvie Jean Lavallée. Présentation de l'auteur du jour, Sylvie Jean Lavallée et son livre sur l'endométriose. Sylvie Jean Lavallée, victime d'endométriose, raconte dans ce livre son parcours de combattant pour vaincre la maladie. Après 8 fausses couches et de traitements divers, elle ne se résigne pas à abandonner son projet de vie, donner naissance à un enfant. Ancienne Miss Haïti Videomax à l'âge de 16 ans, elle souhaite user de sa notoriété dans son pays pour sensibiliser les jeunes haïtiens sur cette maladie restée taboue. Elle veut aussi arrêter les pouvoirs publics et mener une campagne de prévention. Totalement désarmée face à l'emprise des mal encore inconnus, diagnostiquée tardivement et laissée sans remède, l'auteur Sylvie Jean Lavallée nous rend ici un vibrant témoignage face à l'endométriose dans ce roman. Écoutons Lydia Antoine qui nous parle ici de cette maladie, l'endométriose. Lydia Antoine. Chers auditeurs, auditrices de l'émission Le Livre en question, bonsoir Simplice. L'endométriose est une maladie complexe qui peut récidiver dans certains cas et générer des douleurs chroniques. L'endométriose est une maladie longtemps ignorée, parfois très difficile à vivre au quotidien. On estime que 10 à 20% des femmes souffrent d'endométriose. Toutes ne sont toutefois pas diagnostiquées car beaucoup sont atteintes de formes peu étendues. L'endométriose est à l'origine de près de la moitié des règles douloureuses, appelées dysménorrhées. En outre, 5 à 15% des cas d'infertilité ou de sous-fertilité sont attribués à l'endométriose. L'endométriose entraînerait aussi des difficultés de reproduction jusqu'à 50% des cas. La prévalence de l'endométriose augmente avec l'âge. Elle touche principalement les femmes autour de la trentaine, mais peut néanmoins se rencontrer dès l'adolescence. Elle est plus fréquente en cas de ménopause tardive ou chez les femmes ayant eu leur première règle tôt. Sa fréquence semble augmenter dans les pays développés, mais on ignore s'il s'agit d'une augmentation réelle ou d'un meilleur diagnostic. Bien que rarissimes, des cas d'endométriose ont également été rapportés chez des hommes. Merci à toi Lydia Antoine. Dans le cadre de l'émission Le Livre en question, pour ce jour, nous recevons donc Madame Sylvie Jean Lavallée, elle est auteure du livre « En entendant mon combat contre l'endométriose ». Madame Sylvie Jean Lavallée est avec nous. Madame Sylvie Jean Lavallée, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans l'émission Le Livre en question. La première question, on va vous demander, vous résidez où et comment vivez-vous cette crise sanitaire? Vous restez dans l'actualité? Oui, c'est la grande actualité, effectivement. En ce moment, je vis en France, plus précisément en Normandie. Donc, et cette crise, comment je la vis, un peu ras-le-bol, un peu comme tout le monde.
Donc voilà, mon département, en fait, il a été confiné depuis vendredi à minuit. Donc voilà, je suis confinée, attestation de sortie jusqu'à 19h. Donc voilà, un peu le ras-le-bol. Donc on va faire avec, on va s'occuper pendant ce confinement. Parce que moi, je suis dans la restauration et l'hôtellerie et malheureusement, depuis le 1er mars à aujourd'hui, ça fait 1 an. Donc, je la vis sereinement et je fais avec, quoi. Voilà. On va revenir à vous, à votre parcours. Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, moi, précisément, je suis, comme vous l'avez si bien dit, Sylvie Jean Lavallée. Je suis une ancienne Miss Vidéomax 98. Donc, je suis une Miss Vidéomax 98. Mon parcours aujourd'hui, je suis auteure d'un livre intitulé En t'attendant mon combat contre l'endométriose. Et aussi, aujourd'hui, je suis présidente d'une association dans mon pays en Haïti qui s'appelle On met tête ensemble contre maladie endométriose. Voilà, mon parcours, c'est un peu ça, un peu quelqu'un qui travaille pour sa communauté et qui veut donner un peu de soi-même. Donc voilà, je suis une combattante. Quelle relation avez-vous avec les livres en général? Alors, les relations que j'ai avec les livres, je sais qu'il y a un livre qui m'a touchée quand j'étais adolescente, plutôt jeune, je vais dire, plutôt en jeune âge. C'était le livre Les gouverneurs de la rosée de Jacques Romain. C'est un livre qui raconte vraiment la culture de mon pays, dans les provinces, qu'on allait passer les vacances chez les grands-parents. Donc, c'est un livre qui m'a particulièrement touchée. C'est aussi une petite autobiographie. Il y a aussi d'autres auteurs de Gary Victor qui m'ont aussi, que j'aime aussi, j'apprécie aussi cet auteur. Et aussi, et plein d'autres encore, quoi. Vous êtes aujourd'hui auteur du livre En attendant mon combat contre l'endométriose. Alors Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette décision et quelle est votre maison d'édition? Alors, ce qui m'a motivée pour écrire ce livre, premièrement, je souffre de cette maladie. Et ce qui m'a motivée aussi, c'est pour pouvoir écrire une autobiographie, un témoignage, en fait, pour sensibiliser les femmes, en fait, pour qu'ils puissent connaître que cette maladie-là, elle existe. Parce que si on ne parle pas, je pense que la maladie va rester inconnue. Plus de voix, je pense qu'elle ira beaucoup plus loin. Donc, c'est ce qui m'a poussé un petit peu à écrire ce livre et aussi, ça fait un bien fou d'écrire ma biographie, mes souffrances sur du papier. Donc, ça soulage un peu, c'est une sorte de thérapie aussi. Mais en avant-premier, je dirais que je l'ai écrit justement pour donner un témoignage et aussi un message d'espoir aux femmes qui souffrent de cette maladie et d'en parler. On peut voir le livre? Et oui. Vous pouvez nous dire la maison d'édition? La maison d'édition, c'est C'est Toi Édition. C'est une maison d'édition qui se situe en Haïti, à Delma 31. Voilà. On va en profiter pour parler un peu de cette maladie. C'est vrai que le contenu est dans le livre. Donnez-nous brièvement une petite explication par rapport à cette maladie, comment la détecter. La maladie d'endométriose, en fait, elle touche généralement les femmes. Une femme sur 10 en souffre en France. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment se déclenche cette maladie. On ne sait pas non plus comment la traiter. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de stars qui en parlent, qui commencent à en parler, qui en souffrent, comme Laurie Pestel. Il y a aussi Laetitia Milo qui en souffrent et qui parlent de plus en plus de cette maladie et ça fait avancer les recherches. Donc aujourd'hui, l'endométriose, elle touche particulièrement l'endomètre des femmes. Elle touche aussi les intestins. Elle touche aussi les ovaires, les trompes. En fait, ce sont des myomes qui se situent sur toute cette cavité-là, sur toute cette partie de l'utérus, en fait, qui donne de grosses douleurs pendant les règles et aussi des règles abondantes, des fatigues chroniques, des nausées, des ballonnements, la dépression, donc la totale, quoi. Voilà, c'est ça en fait l'endométriose, c'est une maladie vraiment
Mais méconnue. Elle n'est pas microbienne, elle n'est pas contagieuse non plus, non? Non plus, c'est pas une maladie contagieuse, absolument pas. Par contre, on sait, les médecins disent qu'il est héréditaire et génétique, donc non, elle n'est pas contagieuse. En écrivant ce livre, est-ce que vous pensez avoir atteint vos objectifs? Oui, absolument, tout à fait. Parce que l'objectif que j'attendais, comme je le disais, le but quand je l'ai écrit, c'était pour sensibiliser les femmes. Et aujourd'hui, je pense que mon objectif, il a été atteint parce que beaucoup de femmes prennent conscience de cette maladie et les retours me disent que voilà, ils trouvent de l'espoir dans ce livre, ils trouvent du réconfort, ils trouvent aussi, ils sentent en fait qu'elles ne sont pas seules. Parce qu'elle pensait que c'était une maladie que personne ne connaissait, personne n'en parlait. Et aujourd'hui, je pense que le livre, il a atteint vraiment son objectif parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup d'effets sur beaucoup de femmes. Et ça, j'apprécie énormément. Quel message pourrez-vous lancer aux personnes qui souffrent de cette maladie? Alors, les messages que je veux soulever aux personnes qui souffrent de cette maladie, c'est premièrement courage, parce qu'on en a besoin. C'est pas une maladie facile, c'est pas une maladie facile à vivre. Donc, je leur dirais courage et de pas se laisser abattre par cette maladie. On peut la vaincre. Je sais que cette maladie cause l'infertilité, malheureusement. Parce que moi, avec cette maladie, je suis à ma 12e fausse couche, malheureusement. Donc, c'est pour ça que je leur demande de courage et ne surtout pas abandonner, parce que je sais que le combat, c'est pas facile pour celles qui n'ont pas encore d'enfants. Parce que, comme je disais, ça touche l'infertilité et ça donne des difficultés à tomber enceinte. Voilà, il y a des miracles qui se sont faits. Mais ça peut se faire, comme si c'est très difficile, mais c'est pas évident. Donc c'est pour ça que je leur demande courage, surtout de ne pas abandonner et de rester, si vous êtes chrétienne, de rester dans la prière et de persévérer, quoi. Voilà. Avez-vous déjà organisé une cérémonie de dédicace pour votre livre? Oui, j'en ai fait plusieurs. Dites-nous comment ça s'est passé, quel était le retour des lecteurs? Alors, la grande première dédicace que j'ai faite, c'était à la sortie du livre. C'était à l'édition Les 25 ans de Livre en folie en Haïti. Alors, voilà, c'était la toute première fois que mon livre il sortait aussi et que j'étais devenue écrivaine aussi. Et donc, c'était la toute première dédicace. Ce fut une très belle expérience et les retours étaient super. Alors, j'avais des queues, des files d'attente et tout. Et j'avais des maris qui venaient acheter pour leurs femmes. Non, c'était vraiment une ambiance super agréable que je n'oublierai jamais de ma vie parce que c'est la première fois que mon rêve se réalisait et les retours étaient vraiment positifs. Vraiment positifs. Les fans, ils étaient venus auprès de moi à faire des photos. Ils demandaient des dédicaces et tout. Donc, voilà, quoi. C'était la première et ça m'a touchée et je n'oublierai jamais. Et après, il y en a eu d'autres un petit peu partout dans ma région. Dans les Leclerc, j'ai déjà fait des séances de dédicaces. Et aussi, j'en ai déjà fait comment ça s'appelle, dans des bibliothèques, j'en ai fait. J'en ai fait aussi des séances de dédicaces un petit peu partout, hein. Un petit peu partout. J'en ai fait aussi sur Paris, comment ça s'appelle, c'est l'année du livre, je ne sais plus comment ça s'appelle l'événement. Donc voilà, un petit peu partout. Le salon du livre. Voilà. Le salon du livre. Vous comptez faire carrière donc dans l'écriture finalement? Alors, je ne vais pas dire carrière, mais raconter mon expérience, raconter pour aider. Je pense que plutôt c'est une mission pour moi d'en parler et de sensibiliser, de faire connaître que la maladie et aussi surtout d'avoir espoir. Parce que je compte bien sûr écrire un deuxième livre pour raconter la fin, parce que voilà, tout combat, il y a quelqu'un qui soit vaincu et un vainqueur. Donc, je pense écrire, oui, un deuxième livre pour pouvoir raconter
la réussite de ce combat. Je ne vais pas dire que je vais faire carrière. Peut-être que c'est le deuxième, ce sera mon dernier ou peut-être pas, mais je ne sais pas. Je ne peux pas dire que ce sera vraiment mon carrière. Mais je le fais vraiment par passion et par mission et par partage, je pourrais dire. Comment peut-on se procurer votre livre en Alors, attendant mon combat contre l'endométriose? Oui, c'est bien ça. Juste en tapant le titre sur Amazon, il est en français et aussi en version anglaise. Donc, vous avez juste qu'à taper en attendant mon combat contre l'endométriose ou bien en anglais Waiting for my fight against endometriosis. Donc, voilà, il est en anglais et en français sur Amazon. Il est aussi en format Kindle pour les numériques, pour les personnes numériques. Vous pouvez le télécharger et lire sur les iPads, les téléphones, les ordinateurs, etc. Voilà. Ok, ben on va vous dire merci. À moins que vous ayez un message spécial pour nos auditeurs. Alors, un petit dernier message pour mes auditeurs. Si vous pensez que vous souffrez d'endométriose ou pas, le mieux, c'est d'aller vous faire tester, d'aller vous faire un check-up, un examen gynécologique chez le médecin et afin de diagnostiquer si vous avez des fortes douleurs pendant les règles ou des règles abondantes. C'est un signe d'alarme. Il faut aller voir le médecin parce que ce n'est pas normal d'avoir des douleurs pendant les règles. Une fois que vous avez ces signaux-là, il faut tout de suite... Alors, on ne va pas dire tout de suite c'est de l'endométriose que vous avez, mais c'est une alerte, en fait. Une fois que vous avez des douleurs pendant les règles, il faut aller voir le médecin. Car avoir des douleurs pendant les règles, ce n'est pas normal. Donc, voilà, j'incite toutes les femmes, toutes les filles de 16 qui viennent d'avoir leur période de 16 à, je ne sais pas, 45, 50 ans. Je les invite à aller voir un gynécologue et de faire un check-up vite fait. Parce que moi, j'ai su que j'avais de l'endométriose en 2016, j'avais 30 ans, je venais de me marier, je voulais avoir un enfant et voilà, c'était trop tard. Donc, prenez tôt et allez faire ce check-up tôt ou tard. Merci. Ok, ben à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Et bonne chance, à bientôt. Au revoir. Merci. Faisons un tour du côté des États-Unis avec le groupe Atlantic Star dont le titre Love Crazy, l'amour fou, flashback dans les années 1990. Crazy over you.
Nous arrivons maintenant à notre rubrique l'expression de la semaine, définition d'une expression littéraire. Aujourd'hui, l'expression c'est avaler des couleuvres, origine et définition. L'expression avaler des couleuvres veut dire qu'une personne croit à tout ce qu'on lui raconte. Elle subit aussi une situation à son détriment sans avoir la possibilité de protester. Cette expression existait déjà au XVIIe siècle. Son origine viendrait de personnes peu scrupuleuses qui rajoutaient des couleuvres dans un plat d'anguille sans rien dire à leur hôte qui ne s'apercevait de rien. La couleuvre est le serpent lié au péché originel. Adam ne voulait pas croquer la pomme, mais la couleuvre l'a convaincu de le faire. Depuis le XVIIe siècle, l'expression reprend cette image biblique pour désigner un certain art de la persuasion. Le mot couleuvre symbolisant quelque chose de tortueux. L'expression est synonyme de boire le calice jusqu'à la lie. Exemple, Jean-Philippe en a-t-il eu assez d'avaler des couleuvres, de passer pour beaucoup pour une personne trop docile? C'était l'expression de la semaine avaler des couleuvres. Une virgule musicale avec Philippe Bonner dans le titre Lacrima Mundi.
Nous arrivons maintenant à notre rubrique en librairie. Présentation de quelques livres d'auteurs en librairie. Voici quelques œuvres d'auteurs que vous pouvez trouver en librairie ou sur des librairies en ligne. Je tiens à préciser que ces auteurs sont déjà passés dans notre émission littéraire, le livre en question. Successivement, nous avons Cuba, l'Odyssée médicale, auteur Jean-Jacques Seymour. La traversée de l'existence, auteur Michael Nativel. Sur la piste du dernier Basquilili, auteur Danny Loni. La vie chocolatée, auteur Lynn Fournier. Ma vie en action, auteur Clarisse Dadier. Dans l'univers des forces invisibles, auteur Béatrice Obi-Techi. L'Afrique libre ou la mort, auteur Kémy Seba. Le marketing ethnique pour les opérateurs télécoms en France de Wilson Labosière, un de nos collaborateurs. Le recueil de poèmes Saison Noire de l'auteur Phénique Jasmin, qui est aussi chroniqueur sur cette émission. Les recueils de nouvelles fictions, trilogie africaine et les voiles du cœur de votre serviteur Simplice Animaux. Mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur, les auditeurs et nos chroniqueuses partagent leur expérience de lecture. Pour ce numéro, notre chroniqueuse Lucrèce Taïro nous propose son coup de cœur littéraire. Lucrèce Taïro. Et rebelote. En fin de semaine dernière, le Premier ministre a annoncé le reconfinement des régions Île-de-France et Hauts-de-France. Pour ceux qui vivent dans ces régions comme moi, il n'y a pas vraiment le choix. Mais comme lors du premier confinement, cette fois encore, j'ai décidé de faire du livre mon meilleur allié. Bien plus apaisant que de regarder les infos à la télé, croyez-moi. De nouveaux reclus dans la bulle de mon 40 mètres carrés, je découvre de nouveaux ouvrages à dévorer. Cette fois, chers auditeurs, ce sont les quelques lignes du livre de William Melvin Kelly que je vais vous partager. Jazz Alam retrace la dure vie, puis l'ascension d'un jeune musicien afro-américain et malvoyant durant la ségrégation. Je vous lis un extrait. « Je te connais pas, toi !» commenta perplexe la voix mouillée. « Pourquoi t'es là ?»« Je ne sais pas. » Ludlow était perplexe lui aussi. Il n'avait encore jamais rencontré personne qui faisait ce genre de choses lors d'un premier contact avec quelqu'un ou quelque chose d'inconnu. « Ah bon, tu sais pas ?»« Ben moi oui. T'as du pognon ?»« Non. C'est quoi ton nom ?» Les mains examinèrent ses épaules, puis glissèrent le long de ses flancs. Ludlow Washington. Les mains fouillèrent ses poches. « T'as quel âge ?» Il hésita. 5 ans. Les mains s'écartèrent. « Moi, j'en ai 6. Tu vas être à mon étage, au 3e. Tu reconnais bien les voix ?» Ludlow hocha la tête. « Eh ben, rappelle-toi bien de la mienne, parce que je te réquisitionne comme esclave. Je suis ton maître. »« Quoi ?» Il ne comprenait rien à ce que ce garçon racontait. L'autre lui toucha le nez. Sa main glissa en travers de sa figure, trouva son oreille et la tordit si fort qu'elle s'enflamma de douleur. « Je suis ton maître, j'ai dit. »« Comment ça ?» Des larmes coulaient sur ses joues, mais il s'efforça de ne pas sangloter. « Je suis ton maître. Ça veut dire que tu m'appartiens. Alors quand quelqu'un te demande un truc, tu lui dis de venir me voir d'abord, parce que c'est moi qui décide à ta place. Ça veut dire tout le monde, à part le directeur et pas de folle. Tous les autres gars d'ici. » Certain qu'il repartirait aussi vite qu'il était venu, Ludlow joua le jeu. « Est-ce que toi aussi tu... » Le garçon le gifla. « Quand tu me parles, tu m'appelles maître. » Ludlow poussa un soupir. « Maître ? Tu as un maître toi aussi ?» L'autre lui tordit l'oreille avant de préciser. « Idiot d'esclave ! Bien sûr que oui. On a tous un maître. On en a toute sa vie. » Il lui lâcha l'oreille. « On se revoit au 3e. Oublie pas que je suis ton maître. »« Qu'est-ce que vous fichez là-bas ?» leur hurla l'assistant, de très loin. L'écho de son cri se tut, ses pas boitillants approchaient à toute vitesse. « Rien du tout, monsieur. Je faisais seulement ami-ami avec le nouveau, » dit le garçon avec une politesse toute nouvelle. « Fiche-moi le camp d'ici, toi. »« Oui, monsieur. Je m'en vais tout de suite. Au revoir, Ludlow. Content de t'avoir rencontré. » Il déguerpit d'un pas léger. « Je t'avais pas dit de rester tranquille ?» lui brailla dessus l'assistant. « Quand ils auront signé les papiers, je m'en vais t'apprendre à obéir, moi. » Ludlow n'avait jamais entendu quelqu'un de si furieux, pas même son père. Il se demanda ce qui allait se passer une fois les papiers signés. L'assistant quitta la pièce. Dans le silence, Ludlow écouta les voix haut perchées des enfants. Il se sentit soudain seul. Il avait mal au ventre. Il espérait que son père allait revenir vite et l'emmener dans la chaleur, dehors, retrouver le chant des oiseaux, l'odeur de l'herbe et du goudron chaud. La voix du directeur approchait. «
N'oubliez pas que vous renoncez au droit de vous plaindre. Vous nous le confiez et nous allons lui apprendre à gagner sa croûte. Mais ce n'est pas une garderie ici, c'est une école. Je fais pas d'histoire, monsieur. Je suis content que vous le preniez, c'est tout. Son père semblait satisfait à présent. Lulot ignorait s'il devait se lever. Il restait à sa place. Les deux hommes se tenaient près de lui. La voix de son père lui arrivait d'en haut, plus lointaine que celle du directeur. Je vais lui parler si vous voulez. Bonne idée, oui, ça sera plus simple. Le banc s'affaissa lorsque son père s'assit à côté de lui. Lui dit, il faut que je te dise quelque chose. Il y eut un long silence. Lulot tendit la main et trouva le bras de son père en sueur. T'es pas pareil que les autres enfants. T'es à part. Ouais, c'est ça, t'es à part. Et je dois te laisser ici pour que t'apprennes des choses pour les enfants à part. Lulot n'entendit pas vraiment la suite. Il leva la tête vers son père, comprenant soudain que le garçon et l'assistant savaient depuis le début. Il allait rester, et très longtemps même. En revanche, il ignorait où il se trouvait, s'il était loin de chez lui. Il était incapable de retrouver son chemin seul. Il se mit à pleurer. Jazalam de William Melvin Kelly. Rien qu'avec ces lignes, vous comprendrez, j'en suis sûre, pourquoi le magazine New Yorker, à la redécouverte des ouvrages de l'auteur, l'a qualifié de géant oublié de la littérature américaine. Mais croyez-moi, vous vous en ferez une plus large idée en parcourant toutes les lignes de Jazalam de William Melvin Kelly. La rubrique L'actualité du livre. Dans la rubrique L'actualité du livre, écoutons l'écrivain poète Philippe Jasmin nous lire un poème d'un auteur haïtien, Philippe Jasmin. 12 janvier noir. Le soleil se déprima, puis se coucha au pied des larmes. 1000 bougies s'allumèrent devant la cathédrale d'un Port-au-Prince en toge d'avocat. Qui plaide le sang des innocents de la nature? La prière se donna rendez-vous au champ de Mars, sans nul leadership. Puis la chorale détonna dans la douleur, sans maestro. Au calme de l'espérance, pouvant dulcifier des rêves cassés en 1000 morceaux de stress, jusqu'à l'écho d'un traumatisme noir, ayant la même magnitude que le séisme qui fit des... Mon coup de cœur littéraire, toujours notre deuxième chroniqueuse Dani Loni pour son coup de cœur littéraire. Écoutons Dani Loni. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur littéraire et merci de votre fidélité. Aujourd'hui ma chronique est consacrée au roman Racine par Alex Haley, paru en 1976 aux éditions Les Éditions de la Seine. Alex Haley remporte le prix national du livre aux États-Unis, le National Book Award 1976 pour Racine, et il reçoit également en 1977 le prix Pulitzer. On lui remet la médaille Singarn de l'Association nationale pour l'amélioration des conditions des gens de couleur. Alex Haley est né en 1921. Il a passé toute son enfance dans le Tennessee avant de devenir journaliste et d'écrire Racine, dont le succès a été foudroyant aux États-Unis comme dans le monde entier. Un feuilleton télévisé a fait connaître cette histoire à 130 millions de spectateurs. La quatrième de couverture de cet ouvrage. Lorsqu'Alex Haley était enfant dans sa petite ville natale du Tennessee, sa grand-mère lui racontait des histoires sur sa famille qui, à travers les générations, remontaient jusqu'à l'Africain. Cet homme vivait dans la forêt, de l'autre côté de l'océan, jusqu'au jour où il fut attaqué, battu, enchaîné et embarqué sur un bateau d'esclaves en partance pour l'Amérique. Il a fallu à Alex Haley, devenu écrivain, 12 années de recherche à travers 3 continents pour reconstituer la généalogie de son ancêtre et retrouver son village natal en Gambie. Il compte ainsi 2 siècles de l'histoire de sa famille sur 6 générations. Esclaves et affranchis, fermiers et forgerons, sieurs de long et garçons de wagon-lit, avocat et architecte et écrivain.
Plus encore qu'une saga familiale, Racine est celle de 25 millions d'Américains d'origine africaine à qui elle restitue leur identité, leurs racines. Mais ce livre s'adresse aussi aux gens de toute race et de tout pays, car jamais plaidoyer plus convaincant ne fut écrit en faveur de l'être humain. Présentation du roman. Sous la lune et les étoiles, seul avec son fils, Omoro procéda au dernier rite de l'imposition du nom. Il marcha jusqu'aux confins du village et là, élevant le petit en lui tournant le visage vers le ciel, il murmura tout doucement « Regarde, cela seul est plus grand que toi. » Alors qu'il ramassait du bois pour en faire un tambour, le fier Kinte, fils d'Omoro, est capturé par des toubabs qui l'envoient récolter le coton de l'autre côté de l'océan, en Virginie. Le destin de sa race est scellé. Ses descendants seront esclaves de père en fils, humiliés, battus, vendus aux plus offrants. Séparés aussi de ceux qu'ils aiment. En faisant revivre son aïeul et sa lignée sur 7 générations, l'auteur retrace l'histoire terrible, déchirante et véridique de ses ancêtres africains. Une immense saga. Les extraits, page 125. Pendant le reste de la nuit, on l'avait laissé tranquille. Au lever du jour, il avait pu distinguer les autres, attachés comme lui à la palissade de bambou. Il y en avait 11, 6 hommes, 3 jeunes filles et 2 enfants, surveillés par des slatis et des toubabs en armes. Les jeunes filles étaient nues, et Kunta avait détourné ses regards car c'était la première fois qu'il contemplait un corps de femme. Les hommes nus, eux aussi, les traits empreints d'une incommensurable haine, demeuraient immobiles et muets, les sanglantes marques du fouet imprimées dans leur peau. Page 126. Les embrassant du regard, Cheveux Blancs fit signe à Kunta d'avancer. Terrorisé, celui-ci se rejeta en arrière et aussitôt un coup de fouet lui brûla le dos. Un slatis l'attrapa par derrière et lui fit lever la tête. Cheveux Blancs s'approcha calmement de Kunta et, en écartant ses lèvres tremblantes, lui examina les dents. Kunta tenta de lui échapper, mais sous le fouet qui s'abattait de nouveau, il obéit et se tint droit. Tremblant de tous ses membres, il sentit le toubab lui passer la main devant les yeux, lui palper le torse, le ventre. Au moment où les doigts se resserrèrent autour de son photo, il essaya de leur échapper en étouffant un cri. Il fallut la force de 2 slatis et quelques coups de fouet pour le contraindre à se ployer en deux. Il sentit avec horreur des doigts lui écarter les fesses. Puis le toubab aux cheveux blancs repoussa brutalement Kunta et examina pareillement les autres, allant jusqu'à inspecter les parties intimes des femmes malgré leurs gémissements. Ensuite, les coups de fouet et les hurlements reprirent pour faire courir les captifs tout autour de l'air, puis bondir et retomber accroupis. Page 307. Mais Kunta raconta que, lors de sa dernière tournée au chef-lieu du comté, les Blancs lui avaient surtout paru louer M. Jefferson de son acquisition de l'immense territoire de la Louisiane aux conditions les plus avantageuses. Paraîtrait que ce Napoléon, il l'a vendu pour une misère, parce qu'en France, on le gourmandait de ce qu'il y perdait trop d'argent, et déjà qu'il avait perdu 50 000 soldats avant de battre ce Toussaint à Haïti. Mais voici que, peu après, la première nouvelle qui leur parvint, grâce à un noir venu quérir le maître pour une urgence, en pleine tempête de neige, fut celle du trépas du général Toussaint, mort de froid et d'inanition au fin fond de la France. Le passage que je vais vous lire témoigne de la cruauté et de la maltraitance aussi bien morale que physique que subissaient les esclaves dont la vie et la mort dépendaient uniquement du bon vouloir et des caprices de ceux qui les privaient de leur liberté. Le seul tort de ces sacrifiés, de ces martyrs de la traite négrière était d'être impuissants face à la sauvagerie des barbares. Je vous en livre l'extrait, page 316. Seigneur Dieu, c'est mademoiselle Anne qui lui a appris à écrire.
La loi est la loi, répondit le maître d'un ton glacial. Elle a violé ma règle. Elle a commis un délit. Elle pourrait être complice de meurtre, car l'un de ces blancs est entre la vie et la mort. Ce n'est pas elle qui a frappé cet homme, maître. Dites, maître, elle n'a pas travaillé pour vous depuis qu'elle est assez grande pour charrier votre pot de chambre? Et moi, ça fait 40 ans que je cuisine et que je vous sers. Et lui, désignant Kunta depuis le temps qu'il vous conduit partout. Maître, ça ne compte donc pour rien, tout ça? C'était votre travail et rien de plus. Elle va être vendue, un point c'est tout. Il n'y a que les derniers des blancs pour séparer les familles, hurle la belle. Vous n'êtes pas du bas monde comme ça, maître. Sur un signe furieux de M. Waller, le shérif tira brutalement Kidzi en direction du chariot, mais Belle lui barra le chemin. Alors vous avez qu'à nous vendre avec elle, son papa et moi. Ne nous séparez pas, maître. Sors-toi de là, lança le shérif en l'écartant brutalement. Un rugissement s'échappa de la gorge de Kunta et il s'élança sur le shérif qui roula au sol. « Sauve-moi, Fa !» cria Kidzi d'une voix déchirante. Kunta la saisit par la taille et tira comme un forcené sur la chaîne. Mais soudain, il tomba à genoux, à demi assommé par le violent coup de crosse que le shérif venait de lui porter à la nuque. Alors Belle sauta sur l'homme. Celui-ci para le coup de son bras tendu, l'envoya à terre et en un éclair jeta Kidzi dans le chariot, attacha l'extrémité de la chaîne et bondit sur le siège. Il fouetta le cheval qui démarra en trombe. Redressé d'un coup de rein, Kunta se lança derrière le chariot, mais son pied mutilé ne put tenir longtemps à ce rythme, et il resta bientôt en arrière. « Mademoiselle Anne s'époumonnait à hurler la malheureuse Kidzi. Le chariot tournait déjà sur la grande route que ses cris semblaient encore suspendus dans l'air autour de Kunta. « Mademoiselle Anne !» Quand Kunta dut s'arrêter, chancelant, à bout de souffle, le chariot était déjà à plus d'un demi-mille. Il demeura sur le chemin, à le regarder disparaître, à regarder la poussière se dissiper au loin, à regarder la route de nouveau vide à perte de vue. Et Kunta se sentit soudain envahi d'une poignante et irrémédiable certitude. Jamais plus il ne reverrait sa Kidzi. Mon sentiment sur cet ouvrage. Ce roman familial démontre le besoin viscéral de connaître la vérité profonde de ce qui constitue l'arbre généalogique d'une famille, surtout lorsque la dite famille a perdu l'élément essentiel de sa genèse. Cet ancien, cet aïeul, dont la volonté était de transmettre à tout prix à sa descendance son identité première, a permis à Alex Haley de remonter jusqu'à lui et de savoir enfin de quel pays d'Afrique était originaire sa famille et son appartenance, de quel village, de quel clan était issue sa lignée avant le rapt, l'enlèvement et la déportation des Noirs juste au début de la mise en esclavage des peuples noirs et leur vie pendant la traite négrière qui a sévi pendant de nombreuses générations. C'est un véritable travail de titan qu'il a fallu à l'auteur et nous lui en remercions aujourd'hui, ce qui a permis à bien d'autres familles de prendre en exemple la persévérance de leurs recherches, car sans passé, pas d'avenir possible épanouissant. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle chronique. En bonus, écoutons un poème du poète Jonel dans 1000 poèmes. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sebele Kelemanine
ni malute kelemanyinde. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers. Ils se sont réveillés le matin, ils ont trouvé 1000 poèmes écrits et apposés sur tous les murs de la cité. L'impressionnant est que chaque texte peint quelqu'un, un homme ou une femme. Chaque mot est une misère, chaque vers exprime douleur. C'est la vie cachée de la cité qui est transcrite en 1000 poèmes. Mais tous nient, personne ne veut admettre que sa vie soit transcrite dans un poème qui n'enchante ni ne glorifie. Il leur fallait donc un bouc émissaire, non pas un mais plusieurs. Ils ont donc traqué, traîné tous les poètes de la ville chez le roi Salam. Les poètes tremblaient de leurs âmes, la peur leur montait aux yeux jusqu'aux larmes. Leur mort les paraît certaine au regard du roi Salam. Dunya yɛrɛ ye tugun kelen di an ka sabali jɔnɛli nara yan kana kuma dunya fɔ mɔgɔ mana sa dumi ka dunya banna an du ka ɲuman kɛ dɔ ye sangani kunkurunin ye nkalon mana bɔri ɲɔgɔn ɲama a bɛ ɲɛ ye don dɔ la. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Libérez ces poètes qui ont oublié les rôles dans la cité. Je suis le seul responsable, le coupable des 1000 poèmes apposés sur vos murs. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, Ismaïl, tu détestes l'Occident, pourtant tu lui tends la main pour avoir de quoi te mettre sous la dent. Tu l'accuses de tes crimes, cependant il n'est jamais présent lorsque tu tues tes semblables. Tu dis que c'est lui qui te vend les armes, mais est-ce qu'il t'apprend aussi comment ôter des âmes? Et toi Isa, tu accuses Dieu dans tes défaites, mais lorsque tu gagnes, tu glorifies ton intellect. Et toi le religieux, c'est au nom de Dieu que tu gagnes ton argent et c'est dans ton quartier que meurent de faim des enfants. C'est cette hypocrisie que vous voulez taire que j'ai réveillée. Ma plume n'a épargné personne de ces hommes qui violent jusqu'aux femmes qui attendent leurs droits de l'homme. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Et toi Bachi, tu détestes le roi, pourtant à sa présence c'est ton sourire que l'on voit. Tu veux sa place pour apporter un changement, mais que fais-tu en attendant? Et toi le roi Salam, comment peux-tu dormir la nuit alors que la moitié de ton territoire est entre les mains de tes ennemis? Et toi, Israël, tu nous chantes l'indépendance monétaire, alors aie la crème de Touré, meurs pour tes idéaux comme Olympio. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Je n'ai rien inventé, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, jeune homme, de quelle place parles-tu? À 30 ans, tu n'es impliqué dans aucune gestion de l'avenir. Toi, femme d'ici, de quelle liberté parles-tu? Et vous, vous autres, comment pouvez-vous voter pour un proche qui n'a ni vision ni programme? Comment pouvez-vous faire des enfants sous prétexte que Dieu les nourrit à vos places? Comment pouvez-vous mettre vos économies en pèlerinage pour après vous cacher pour pécher? Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve, peu m'importe. À présent, j'attends la sentence. Pause musicale maintenant avec Foxy Dana dans le titre Show Me the Love.
Montre-moi l'amour. Foxy Dana. It's my time. Show me love. Yeah. Paris City. Just show me love. Oscar. Show me love. Yeah, yeah, yeah. Just show me love. Yeah. Don't just tell me you love me. Baby, show me. Sweetie, don't just text me. Show me love. Don't just tell me you need me. Baby, show me you do. Sweetie, don't just text me. Show me love. Baby, show me love. Yeah, yeah, yeah. Just show me love. You better show me love. Yeah, yeah, yeah. Show me love, show me life, show me everything it's all about. Show me a kiss, show me a smile. I know you got potential. If you do love me, show it. Oh, if you do love me, show it by making me happy. Baby, show me love. Yeah, yeah, yeah. Just show me love. Oh, you gotta show me love. Yeah, yeah, yeah. Break it down. Now. Everybody to the left side. Show me love. Just show me love. To the left now. To the left now. To the right. To the left. Wow. Come If you do love me, show it. Yeah, if you do love me, show it. Yeah, baby, if you do love me, show it. Yeah, yeah, yeah. If you do love me, yeah. Show me love, show me light. Baby, baby, show me a kiss, show me a smile. If you do love me, show it. Yeah, if you do love me, show it. Yeah, baby, if you do love me, show it. Yeah, yeah, yeah. If you do love me, yeah. Affection, show me. Imagination, show me. I'm your connection, show me. Show me love, show me. Affection, show me. Imagination, show me. I'm your connection, baby. Show me love, show me. Foxy Dana says. Aí se sabe bastante. Não cai lá. Yeah, yeah. Affection, show me. Imagination, show me. I'm your connection, baby. Affection, show me. Imagination, show me. I'm your connection, baby. Affection, show me. Imagination, show me. I'm your connection, show me. Show me love, show me. Oh la la. Alors pour finir, voici notre rubrique, le proverbe ou citation du jour. La citation de ce jour. Les condoléances ne ressuscitent pas le défunt, mais elles entretiennent la confiance en ceux qui restent. Proverbe africain. Votre émission Le Livre en question prend ainsi fin. C'était Simplice Agnumo pour vous servir. Restez toujours entre vos lignes.
Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission Le Livre en question sur la radio Passion Culturelle, RPC. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses et chroniqueurs Lydia Antoine, Lucrèce Taïro, Daniloni et Phoenix Jasmin pour une autre édition de votre émission Le Livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour entrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées, Le Livre en question, téléphone WhatsApp, +33 06 26 31 36 77. RPC, la radio Passion Culturelle, par email contact@la-rpcplus.online, par le WhatsApp de la radio qui est le +33 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.la-rpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou passez nous voir dans nos studios qui se trouvent au 141 avenue de Vendôme à Issy-les-Moulineaux. Conception, production, réalisation, Simplice Animaux. À très bientôt.